Le duel avec ce soir, Michel Simonet, secrétaire national du Parti de gauche. Simonet. Bonsoir, Daniel Simonet, évidemment. Et Pierre-Yves Bournazel, conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France. Bonsoir. L'examen du projet de loi sur l'immigration, il a débuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est toujours très clivant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? On va regarder ce qu'il y a dans ce texte. Regardez, création d'une carte de séjour pluriannuelle jusqu'à 5 ans. Objectif, désengorger les préfectures saturées par les demandes de renouvellement annuel. La création d'un passeport talent, une sorte d'immigration choisie dont pourraient bénéficier 10 000 artistes, scientifiques ou encore sportifs. Et puis l'assignation à résidence préférée au centre de rétention pour les étrangers en situation irrégulière. Question tout d'abord à vous, Pierre-Yves Bournazel. Il n'y avait que 2 députés, les Républicains, cet après-midi dans l'hémicycle, 5 au maximum. C'est un sujet qui n'est pas prioritaire pour la droite ? Si, c'est un sujet important. Simplement, le gouvernement choisit le mois de juillet d'abord pour débattre de ce sujet, lorsque les Français sont en vacances, alors que c'est un sujet fondamental. Si on peut dire un mot au-delà des sujets qui sont évoqués là, qui vont complexifier en réalité les choses. On le voit bien sur la possibilité du titre de séjour pluriannuel, c'est la complexification. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'immigration, c'est le consentement. C'est le consentement mutuel. Je décide de venir en France, donc j'ai des obligations. Et ces obligations, c'est d'abord l'apprentissage de la langue française, la connaissance de la langue, sans quoi rien n'est possible. C'est l'adhésion, notamment à la culture et aux institutions de la France, ça me paraît essentiel. Et c'est l'intégration à vocation économique, c'est-à-dire a-t-on la possibilité de faire vivre ces gens sur notre territoire dignement. Donc moi je suis opposé à tout dogmatisme. Le dogmatisme de Mme Le Pen qui consiste à construire des lignes Maginot partout. La dernière fois qu'on a fait une ligne Maginot, c'était en 1940 et on a vu le résultat. Et puis le dogmatisme d'une certaine gauche, peut-être de celle de Mme Simonet, mais je ne veux pas présumer, qui est assez angélique et qui dit grosso modo la France a vocation à accueillir tout le monde. Moi je crois qu'il faut des fondamentaux, il faut une visibilité, et à côté de ça il faut 2 autres choses, et je serai très bref. Il faut une politique de coopération forte de la France et de l'Europe pour permettre à ces migrants de pouvoir vivre dans leur pays d'origine, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès à l'école, pour qu'on puisse construire sa propre vie dans son pays d'origine. Et puis il faut une politique extrêmement ferme vis-à-vis des passeurs, des réseaux des mafias qui exploitent la misère humaine. Et là, j'attends du gouvernement une action beaucoup plus forte. Daniel Simonet, la France a vocation à accueillir tout le monde, comme vous soupçonne de penser à Pierre-Yves Bournazel. Monsieur Bournazel, non mais écoutez, cette refonte du code du CESEDA, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle était attendue depuis 2012. Puisque quand on s'est enfin débarrassé de M. Sarkozy, c'était aussi parce que le peuple de gauche voulait en finir avec cette chasse aux sans-papiers. Or, la loi que propose Hollande, finalement, et le gouvernement Valls, eh bien, est pire que le cadre législatif antérieur, puisqu'il va précariser encore plus les migrants et le droit des étrangers en mettant en place une usine à gaz à travers justement ce contrat pluriannuel, en continuant et en accélérant, finalement, renforçant l'arbitraire total des préfectures, alors qu'il faudrait au contraire faire en sorte qu'il y ait un cadre républicain respecté, c'est-à-dire partout sur l'ensemble du territoire, les mêmes critères pour l'entrée et le droit au séjour en France. Il faudrait aussi instaurer enfin une carte de séjour unique de 10 ans pour tous, parce que là, on précarise, on parcellise la déjà situation la carte de résident, mais après le parcours. Et aujourd'hui, à travers cette loi, par exemple, toutes celles et ceux qui relèvent vie privée, vie familiale, sont totalement occultés. Il faut savoir que l'immigration en France, c'est d'abord et avant tout le regroupement familial, c'est les mariages mixtes, ce sont les étudiants. Et la part de l'immigration économique est assez finalement réduite. Par contre, depuis 2-3 ans, ce qu'on constate avec l'ensemble des conflits à travers le monde, on constate une augmentation du nombre de réfugiés. Or, concernant ces réfugiés, il faut absolument respecter la question du droit d'asile. Or, la France, eh bien, elle accueille très peu, finalement, au niveau de l'asile, à la différence des autres pays. Et vous pouvez essayer de durcir comme vous voudrez les lois sur l'immigration. Ça n'est pas comme ça que vous empêcherez des personnes qui sont prêtes à risquer leur vie pour éviter de mourir dans leur pays. Donc, évidemment que, par contre, il faut avoir une autre politique et rompre avec les politiques à la fois va-t-en-guerre, bellicistes, qui aggravent les situations de conflit à travers le monde et donc à travers lesquelles courent, que ce soit les États-Unis ou l'OTAN, et arrêter les politiques de libre-échange de l'Union européenne qui, elles, justement, pillent l'Afrique et font que beaucoup d'hommes et de femmes ne peuvent plus vivre dans leur pays et essayent un ailleurs. Donc,
ça n'est pas en durcissant les lois de l'immigration que vous pourrez faire une autre politique. Il faut justement en finir avec les politiques. Je vais vous rassurer. Je pense que le gouvernement ne durcit pas. Il complexifie. C'est pas la même chose. Les deux. Durcir, ça serait avoir une vraie politique de la part du gouvernement qui lutte réellement et fortement contre les réseaux et les mafias qui exploitent la misère humaine et qui favorisent les passeurs. Aujourd'hui, on le voit. Quand un certain nombre de migrants arrivent en Italie, le premier mot d'ordre, c'est rendez-vous Paris-la-Chapelle. C'est ça l'appel d'air qui a été créé. Et moi, je suis pour une immigration qui soit choisie. Il ne faut pas avoir peur des mots. Choisir, ça veut dire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que c'est un consentement mutuel, qui a des droits et des devoirs. Mais sur les réfugiés politiques, vous n'allez pas demander de choisir parmi les Érythréens selon les diplômes. Les réfugiés politiques, deux choses. Non, mais attendez, sur l'immigration choisie, l'immigration choisie, le mythe Sarkozy, c'était de se dire, par exemple, en France, on manque de couvreurs, donc on va accepter les migrants qui ont la qualification, par exemple, de couvreurs. C'est pas suffisant. Mais parmi des réfugiés politiques, vous allez patrier des Érythréens qui ont leur vie menacée en fonction de leur diplôme. Ça n'a pas de sens. Je vais vous répondre. Là, vous mélangez. Ça n'a aucun sens par rapport à tous les demandeurs d'asile. Alors, sur l'immigration économique, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir intégrer par l'emploi, mais il faut aussi, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est très important, l'apprentissage de la langue française, sans ça, il n'y a rien de possible, et le respect de la culture et des institutions, le respect de la culture et des institutions françaises, parce que c'est un consentement, c'est une adhésion. J'aime ce pays et je vais le servir. C'est ça qui compte. C'est un état d'esprit aussi d'être français et de vouloir vivre sur notre territoire. Mais la deuxième question, elle est complètement différente. Le droit d'asile. Il faut raccourcir, et le gouvernement s'y attelle, il était temps, raccourcir les délais d'attente, puisque ce qui crée des campements, voilà, c'est de raccourcir le délai. Mais il faut une harmonisation européenne. Vous imaginez bien que l'immigration, il va falloir avoir une politique européenne sur le droit d'asile pour harmoniser, afin de favoriser une politique qui lutte contre les passeurs. Si on doit accueillir un certain nombre de gens, oui, la France doit pouvoir accueillir un certain nombre de gens, de réfugiés politiques, et je pense notamment aux chrétiens d'Orient. La solidarité vis-à-vis des chrétiens d'Orient qui sont aujourd'hui massacrés, la France doit prendre ses responsabilités. Mais que demandent par exemple les chrétiens d'Orient? À pouvoir vivre dans leur pays d'origine. Et une politique diplomatique forte, c'est aussi une politique diplomatique qui agit pour permettre à ces personnes, à ces minorités-là par exemple, de pouvoir vivre dans leur pays quand elles sont persécutées. Il y a une France qui gronde, il y a une France qui est au bord du gouffre, il y a une France qui souffre, malgré l'accord sur les prix de la viande qui remonte seulement au 17 juin dernier. Les éleveurs se sentent lésés. Cet accord ne fonctionne pas. Les éleveurs bloquent le Mont-Saint-Michel. Ils veulent voir le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui s'est exprimé aujourd'hui. Écoutez. Mercredi, nous aurons à analyser l'ensemble des dispositions qui avaient été négociées le 17 juin pour voir là où il faut qu'on continue à mettre la pression pour que chacun respecte les engagements. Mais tout ça demande un travail considérable parce qu'on change des habitudes commerciales. Elles ne sont pas liées aux semaines qui viennent de se passer, mais à des années. Il va falloir aussi qu'on ait un travail de fond sur comment on va restructurer l'ensemble de la commercialisation dans ces filières. Tout ça nécessite à la fois de la compréhension, de l'écoute, et moi j'y suis tout à fait sensible, mais en même temps, il faut qu'on puisse travailler sur le fond. Il faut que j'apporte des réponses sur le fond. Est-ce que dans ce dossier, il y a un grand méchant d'un côté, la grande distribution, et de gentils éleveurs de l'autre, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça? Il y a surtout un grand hypocrite, c'est ce ministre. Parce que, franchement, le fait que les accords du 17 juin dernier n'aient pas permis de résoudre la situation, mais c'était un fiasco totalement prévisible, puisque vous êtes dans une Europe qui a une règle principielle qui est la concurrence libre et non faussée. Donc on est sur une concurrence totale. Donc ça n'est pas par des accords qui ne sont pas contraignants, qui ne reposent sur aucun cadre légal, que vous allez pouvoir encadrer une baisse des prix. Il faut absolument un encadrement vraiment strict. C'est-à-dire là, la mesure d'urgence à prendre, c'est de dire, eh bien, on désobéit à ces règles de concurrence libre et non faussée européennes, on instaure un protectionnisme solidaire et on fixe des prix minimums, que ce soit sur le lait, que ce soit sur la viande, pour permettre de garantir... un protectionnisme solidaire? Un protectionnisme solidaire, eh bien, c'est de dire... En France, on décide de mettre en place un prix minimum pour que les éleveurs soient payés pour pouvoir vivre de leur travail. Parce que si simplement... Donc l'État fixe les prix. On fixe des prix, c'est ce qu'il faut absolument faire. L'État. Alors on a des accords là-dessus. Parce que regardez...
vous avez ce gouvernement qui s'attriste de la chute des prix du lait, des prix de la viande, mais c'est quand même les gouvernements successifs, à la fois UMP et PS, qui ont décidé d'abandonner les quotas laitiers, et on sait bien que cette mondialisation, cette libéralisation totale de l'agriculture... Je vais vous répondre, Madame Simonet. Pierre-Yves Bournazel, c'est à l'État de fixer les prix? Non, nous avons un désaccord sur ce sujet. Moi, je suis corrézien d'origine et j'étais le week-end dernier en Corrèze chez moi et j'ai un ami agriculteur qui me disait la première chose, on n'est pas reconnu dans ce pays. Et moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que le gouvernement et tous les Français doivent reconnaître le travail des agriculteurs, des éleveurs qui n'arrivent plus à vivre de leur métier. Et moi, je propose qu'il y ait une stratégie plutôt. Oui, c'est pas une formule. Hein. Ils n'arrivent pas à vivre. Non, ils n'arrivent pas à vivre et ils ne sont pas reconnus. C'est des gens qui travaillent. Suicides très fréquents. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et c'est des gens qui travaillent extrêmement dur et qui n'arrivent plus à vivre de leur revenu, de leur travail. Et ça pose un vrai problème. Et d'abord, c'est la reconnaissance. Ensuite, il faut une stratégie, un pilotage de la part du gouvernement. Et plutôt que de fixer tout le temps les prix, tout ça peut se discuter, c'est qu'il faut évidemment baisser les charges des agriculteurs. Il faut baisser les normes pour permettre à ces agriculteurs de vivre de leur métier, de leur passion extrêmement utile. Et il y a plein de développements que l'on peut faire, notamment sur une agriculture de plus en plus de qualité, biologique. On a besoin de nos paysans, on a besoin de nos éleveurs, et je crois que la baisse des charges et la baisse des normes pourraient permettre... C'est contraire à l'agriculture biologique. Baisser les charges sociales également? Non, il faut au contraire... Baisser les charges sociales, Daniel Les normes administratives. Il faut au contraire arrêter la course folle vers l'agriculture intensive. Je veux dire, les fermes de 1000 vaches, les fermes de 3000 cochons, les fermes de 250 000 poulets, cette logique-là... Mais moins de charges, plus de qualité. Aberrante. Moins de charges, plus de qualité. Au contraire, de revenir à une agriculture paysanne. Et pour ça, il faut moins de charges. En relocalisant l'agriculture, en permettant aux éleveurs de pouvoir, aux éleveurs et aux agriculteurs dans leur ensemble, de pouvoir vivre dignement de leur travail, c'est-à-dire qu'ils soient payés le juste prix de leur travail. Et pour cela, eh bien, il faut absolument revenir, oui, à la fixation des prix. Il faut aussi soutenir la relocalisation de fermes ça, malheureusement, à la fois parce que malheureusement, ça ne marche qu'un temps, madame. Ça ne marchera pas avec l'industrialisation à outrance. Ça marche qu'un temps, alors que la baisse des charges, c'est récompenser le travail de nos éleveurs et de nos agriculteurs. Quelle est la part de responsabilité des consommateurs, des Français? C'est-à-dire que quand on achète un poulet à 3 €, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Un poulet à 3 €, c'est un poulet qui n'a pas cavalé dehors, et c'est un poulet qui est fabriqué en batterie, donc mal fabriqué. Et qui ne fait pas forcément vivre le producteur. Oui, il y a une éducation à la santé, une éducation à l'alimentation, mais ne tombons pas non plus dans la culpabilisation du consommateur, parce que c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Vous savez, en ce moment, il y a un enjeu fondamental qui est la bataille contre le TAFTA ou le GMT, le grand marché transatlantique, où les États-Unis et l'Union européenne, avec bon nombre de dirigeants... Et sans culpabiliser, il faut prendre ses responsabilités. Oui, mais attendez, je reviens, sont en train de vouloir imposer un grand marché unique où on va casser toutes les normes. Et donc, on va pouvoir avoir le poulet au chlore des États-Unis, le bœuf aux hormones. Donc vous pourrez responsabiliser le consommateur. Justement, si vous avez Madame une Simonet, baisse du pouvoir d'achat, à un moment donné, vous êtes dans un nivellement par le bas. Donc au contraire, les normes, c'est ce qui libère et qui permettra justement aux agriculteurs et aux paysans de pouvoir vraiment continuer à s'engager dans l'agriculture paysanne, saine. Madame Simonet, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a aussi une nature et un environnement moins de normes, c'est pas les normes écologiques, c'est les normes administratives, c'est les contraintes qui pèsent de manière générale sur les chefs d'entreprise, sur les artisans, sur les commerçants, sur les agriculteurs. Et baisser les charges avec les Allemands. Les Allemands je vais vous dire. Sont en train de laissez-moi parler, je vous ai écouté. On va écouter Pierre-Yves Bournazel qui aura le mot de la fin. On va passer au dernier sujet. La baisse des charges pourrait soulager les agriculteurs, leur trouver des marges de manœuvre et vivre de leur travail. Et ça leur permettrait aussi de faire une agriculture de qualité, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont profondément engagés, qui aiment leur métier. Et donc on peut faire de la qualité grâce à la baisse des charges. Non, baisse des charges. Non, les Allemands sont meilleurs que nous maintenant parce qu'ils ont baissé les charges des agriculteurs, parce qu'ils font confiance à celles et ceux qui travaillent. À celles et ceux qui travaillent, Madame Simonet. Il y a une main-d'œuvre des pays de l'Est qui travaille en Allemagne. On va passer au dernier sujet. Cuba, regardez ces images. Le drapeau cubain qui flotte à nouveau devant l'ambassade cubaine à Washington.
Washington. Voilà, un moment historique, encore un événement qui marque le rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis après 54 ans de rupture. On me dit dans l'oreillette 10 secondes chacun. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Simonet? Eh bien, écoutez, c'est l'échec du blocus de la stratégie américaine. Donc, c'est un premier pas. Maintenant, il va falloir absolument qu'il y ait aussi une remise en cause du blocus. Je crois qu'il y a aussi une bataille importante pour Cuba qui est sur récupérer Guantanamo. Mais 10 secondes à moi maintenant. Non, je veux dire que c'est une bonne nouvelle la levée de l'embargo parce que c'est la liberté économique. Il n'est pas fait la levée de l'embargo. Et derrière, mais je suis pour parce que la liberté économique, c'est la liberté politique. Car il faut rappeler que le régime de Cuba est un régime dictatorial où la liberté de la presse n'est pas permise, où il y a des gens qui sont emprisonnés pour des convictions politiques. Et à Guantanamo, la France doit s'engager parce que la France est quasiment proche de Cuba par les Antilles et doit s'engager aussi à développer son marché économique avec Cuba. Merci Pierre-Yves Bournazel, merci Daniel Simonet, merci à tous les deux. Dans un instant, l'édition de la nuit.